de bonnes raisons pour changer d'attitude. Il semble incontestable que les séquelles du séisme qui s'est abattu sur l'économie mondiale vont accélérer le déclin de quelques-uns, mais simultanément l'émergence d'autres. En effet, les économistes, dans leur grande majorité, parlent du profond bouleversement qui devrait prendre place d'ici 2050, à savoir l'irrésistible et l'inévitable montée en puissance des grands pays émergents. C'est ainsi que les 7 principaux, dont la Chine, l'Inde en tête, sans oublier la Russie, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie et la Turquie, dépasseront sans doute avant 2020 le groupe des économies de l'actuel G7, c'est-à-dire les USA, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, sans oublier bien sûr l'Italie et le Canada. Ce qui aura pour conséquence le triplement de la richesse produite dans le monde et de fait, vous en conviendrez, les néfastes impacts, autant sur le climat que sur les quelques milliards que nous serons dans un avenir proche. On prévoit pour 2050 une population mondiale de l'ordre de 9,5 milliards d'habitants, approximativement, soit une augmentation de 3 milliards de personnes en à peine 4 décennies. Une croissance démographique qui provoquera inéluctablement une consommation plus importante d'énergie, qu'on estime 4 fois supérieure à la situation actuelle. Selon d'autres sources, une consommation d'énergie de 20 gigatonnes équivalent pétrole. L'an, avec logiquement ces néfastes impacts sur le climat, mais aussi sur les plus fragiles des pays dits pauvres qui, en réalité, sont loin de l'être avec tout le potentiel qu'ils détiennent en termes de matières premières. Potentiel inexploité, faute, avouons-le, et assumons-le, faute d'industrialisation et qui finalement contribue incontestablement à la création de richesses et de valeur des pays dits riches à travers toute la chaîne de valeur et les externalités positives engendrées. L'eau et l'assainissement constituent des enjeux majeurs de l'humanité. Des enjeux de développement, de coopération, de stabilité, bref, des enjeux de civilisation. Et toutes les prévisions faites à l'horizon 2050 soutiennent l'hypothèse selon laquelle une majorité des régions de la planète sera soumise à de fortes tensions d'approvisionnement en eau. La quantité d'eau disponible pour chaque individu dans la moitié des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, par exemple, aura diminué de moitié. Et même les grands États ne pourront s'y soustraire. Les 2 tiers des comtés des États-Unis, par exemple, connaîtront aussi, semble-t-il, de fortes restrictions d'eau. La production agricole mondiale, quant à elle, devrait augmenter d'au moins 70% d'ici 2050 pour nourrir la population de la planète dont l'essentiel de la croissance se produira dans les pays en développement. La production céréalière annuelle devra croître de près de 1 milliard de tonnes, me semble-t-il, et la production de viande devra augmenter de plus de 200 millions de tonnes, totalisant 470 millions de tonnes en 2050, dont, paraît-il, 72% seront consommés dans les pays en développement, contre 58% aujourd'hui. Globalement donc, les disponibilités de ressources en terre sont suffisantes pour nourrir la future population mondiale. Mais voyez-vous, une grande partie des terres encore inexploitées souffrent déjà de contraintes climatiques, chimiques et physiques, de maladies endémiques et du manque d'infrastructures. Autant de problèmes difficiles à surmonter et qui nécessitera donc des investissements de taille pour les mettre en production. En matière de biodiversité, ce n'est plus un secret, le rythme de cette disparition restera, paraît-il, inchangé. D'ici 50 ans, plus du tiers de ce qui reste aujourd'hui aura disparu. Baisse de la fertilité des sols, baisse de la production des fruits et légumes, baisse de la qualité de l'eau et de l'air, disparition des grands animaux prédateurs, modification de toute la chaîne alimentaire. Les chiffres, je vous l'accorde, varient très fortement d'une analyse à l'autre. Mais les conséquences de l'activité humaine ont en effet tellement accéléré le rythme de disparition des espèces qu'on estime en moyenne que d'ici 2050, entre un quart et la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître avec des conséquences non négligeables pour l'ensemble des écosystèmes, alors même qu'un grand nombre d'entre elles n'a pas encore été décrit. Nous serions ainsi entrés dans la 6e crise d'extinction des espèces. Inutile
dépolémiquer sur les données liées à la quantité éventuelle de déchets qui seront produits à l'horizon 2050, voir les capacités des États à oser la transition vers la gestion responsable d'une plus grande proportion de leurs déchets pour pallier les potentiels néfastes impacts sanitaires sur leur population. Pour 2050, il y a certes beaucoup d'hypothèses, d'incertitudes, vous en conviendrez, mais ce qui pour l'instant, par contre, demeure une douloureuse réalité, loin, mais très loin d'être une fiction, pour une grande majorité de l'humanité, est qu'aujourd'hui, encore à l'instant même où je m'adresse à vous, en matière d'eau et d'assainissement, par exemple, près de 1,6 milliard de personnes dans le monde vivent encore dans des zones en proie à une pénurie d'eau. Selon un récent rapport publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, donc le PNU, en date du 22 août 2011, ce chiffre atteindra sous peu les 2 milliards si rien ne change. Au cours de la prochaine minute, d'ailleurs, 3 enfants de plus seront morts après avoir consommé de l'eau polluée, ce qui représente pas moins de 4000 décès jour. Mais en attendant 2050, pensez-vous que ces derniers devraient se contenter de leurs conditions ou pensez-vous qu'il faille, à notre échelle, adopter dès à présent une posture plus responsable en commençant par en réduire le gaspillage, puis en œuvrant simultanément pour un meilleur accès à l'eau potable et à moindre coût pour tous, j'allais dire. Je pense que c'est possible. En matière d'alimentation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que le tiers des aliments produits chaque année dans le monde pour la consommation humaine, soit environ 1,3 milliard de tonnes, est perdu ou gaspillé. Les pays industriels, comme les pays en développement d'ailleurs, gaspillent les mêmes quantités, quasiment, de nourriture, soit 670 millions et 630 millions de tonnes respectivement. Selon d'autres sources, pour l'ensemble des pays développés, le gaspillage alimentaire est évalué entre 30 et 40% de la production de nourriture. Mais comment expliquer de tels crimes? Dans les pays dits riches, ce gaspillage serait essentiellement dû au circuit de distribution. En effet, les distributeurs prennent peu de risques avec les dates de péremption et jettent de fait les produits qui ne sont visuellement pas parfaits. D'énormes quantités de nourriture sont également perdues au cours du processus de transformation des aliments, lors de transport, mais aussi dans nos cuisines. Dans les pays dits pauvres, une très grande quantité de nourriture est perdue avant même d'avoir pu être consommée. En fonction du type de culture, 15 à 35% des produits alimentaires sont perdus directement dans les champs. 10 à 15% supplémentaires sont perdus au cours de leur transformation, du transport et du stockage. La faim, quant à elle, tue pourtant chaque année dans le monde pas moins de 35 millions d'êtres humains. Et maintenant que nous sommes un peu plus de 7 milliards, vous imaginez l'absurdité. Mais en attendant 2050, pensez-vous que nous puissions, chacun à son échelle, adopter une posture plus responsable, autant lors de nos achats que durant la gestion de nos stocks et notre consommation? Oui, je pense, moi, que c'est possible. En matière de biodiversité, il est aujourd'hui incontestable que cette biodiversité est la source première des services rendus par les écosystèmes. Elle est aussi le moteur de la résilience écologique car c'est une ressource naturelle à certaines conditions auto-entretenues. Elle fournit tout l'oxygène vital que nous consommons, tout ce que nous mangeons, culture vivrière, bétail et poissons, mais elle contribue aussi à l'épuration et au cycle de l'eau, ainsi qu'au grand cycle biogéochimique, sans oublier la régulation climatique. Elle fournit entre autres des fibres pour l'habillement, du bois énergie pour le chauffage, la construction d'habitations, la papeterie et produit, voire inspire des médicaments, et ce depuis des lustres. Il est aussi tout aussi incontestable que cette biodiversité, plus que menacée, est en voie de régression rapide et qu'au rythme où va la déforestation, les forêts de notre planète n'ont tout au plus que 2 siècles à vivre. Des forêts pourtant si précieuses puisqu'elles accueillent près de 80% de biodiversité et font vivre plus de 1,6 milliard d'êtres humains. Un crime imputable à l'expansion humaine, nos moyens de production et réseaux de transport dans une grande partie, j'allais dire, des territoires facilement accessibles ayant bouleversé les équilibres écologiques existants.
En effet, je vous l'accorde, les fluctuations climatiques naturelles ont toujours eu un impact sur la répartition des espèces. Mais depuis l'ère industrielle, les amplitudes de ces modifications et surtout leur rapidité, alors que la pollution et la fragmentation des écosystèmes augmentaient également rapidement, a conduit à une situation sans précédent. De manière générale, on constate que la préservation de la biodiversité implique la préservation des grands équilibres écologiques, à quelque échelle que ce soit, habitat, région, forêt ou monde. Équilibres qui, s'ils sont rompus, entraînent de graves dysfonctionnements biologiques, aux conséquences souvent désastreuses, parfois imprévisibles sur les sociétés humaines en général et leurs fondements économiques en particulier. Autrement dit, la dégradation continue de la biodiversité constitue un facteur d'extinction de notre espèce. Une petite piqûre de rappel ne me semble-t-il pas un crime. Mais en attendant 2050, pensez-vous qu'il faille désormais adopter une posture plus éco-citoyenne ou alors êtes-vous comme d'autres convaincus que la nature étant parfaite, l'équilibre alors se rétablira naturellement et que tout le reste n'est que pure spéculation voire affabulation? Pour ce qui est de l'énergie, l'actuel consensus scientifique pointe vers l'origine anthropique de l'actuel réchauffement climatique. Les différentes activités humaines émettent en effet, ce n'est plus un secret, d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Et ceci influe sur la dynamique atmosphérique à l'échelle planétaire, empêchant notamment la réémission d'un rayonnement infrarouge de la Terre vers l'espace et contribuant ainsi à la création du mécanisme de l'effet de serre. D'ailleurs, une part importante des émissions de gaz à effet de serre est due à la fourniture et à la consommation d'énergie, avec, je souligne, une prépondérance des émissions dues à la combustion des énergies fossiles. La combustion du charbon, lignite, pétrole et ses dérivés, tels le carburant diesel ou le kérosène, ou même le gaz naturel, tout à fait, est émettrice d'énergie, de CO2 et de différents autres sous-produits. C'est en grande majorité ces catégories d'énergie qui sont d'ailleurs plus ou moins privilégiées et utilisées par les activités humaines de par un certain nombre de critères que aujourd'hui plus personne ne peut feindre ignorer. D'après le ratio entre la production d'énergie renouvelable et celle des énergies non renouvelables, exprimé en pourcentage, et qui traduit d'ailleurs la capacité potentielle d'un pays à assurer une production d'énergie à long terme sur la base du développement durable, on note par exemple que le Paraguay et le Bhoutan, c'est surprenant, ont un ratio supérieur à 100%, avec cependant une faible production d'énergie. Reconnaissons-le. On trouve ensuite avec un ratio de 60-90% divers pays africains et asiatiques, avec des productions relativement faibles. Ainsi que deux pays européens, à savoir l'Islande et la Norvège, qui, eux, sont de gros producteurs d'énergie. Plus d'une centaine de pays ont un ratio inférieur à 10%, dont de nombreux pays européens, avec la Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie et l'Israël. Bref, près de 40 pays ont même un ratio égal à 0, dont de nombreux pays insulaires et certains pays producteurs de pétrole. Bon, là, ça peut se comprendre. Alors, même si la réduction des consommations d'énergie, le développement des énergies renouvelables, la sécurité de l'approvisionnement, l'énergie associée à la lutte contre les changements climatiques sont aujourd'hui, reconnaissons-le, au cœur des problématiques, on note toutefois encore une certaine résistance. Mais il faut cependant intégrer le fait que les comportements doivent s'améliorer vers une meilleure exemplarité et responsabilité, et ce pour deux principales raisons. La première est purement et personnellement économique, alors que la seconde concerne plus globalement la nécessité d'une protection de la nature, de l'environnement, de la planète, de notre santé et espérance de vie. En somme et en toute certitude, il y va de la survie de notre espèce. Actuellement, à peine 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources énergétiques de la planète, avec les néfastes et colossaux impacts que cela engendre sur 80% de la population mondiale. Qu'adviendra-t-il maintenant que nous sommes un peu plus de 7 milliards et que les besoins énergétiques seront incontestablement plus importants alors que les énergies renouvelables qui constituent sans équivoque une alternative viable sont pourtant loin de s'imposer? En attendant 2050, pensez-vous qu'il soit effectivement temps qu'en matière de consommation d'énergie, nous adoptions enfin une posture plus responsable en impulsant de façon dynamique et durable à l'échelle planétaire, pourquoi pas, la transition énergétique vers le 80% renouvelable et en achetant aussi, logiquement, par exemple, des équipements écolabellisés et à meilleure efficience ou efficacité énergétique? Ou devrions-nous attendre que ceux privés depuis des lustres d'énergie se mettent comme nous à polluer pour assouvir, et à juste titre d'ailleurs, les besoins énergétiques nécessaires à leur développement?
avec son lot de résultats évidemment prévisibles. Quant à la consommation aux déchets, à la démographie, à la santé, vous n'ignorez pas non plus que chaque jour, l'activité humaine produit environ 10 millions de tonnes de déchets, hors agriculture et construction, ce qui représente une production mondiale d'environ 4 milliards de tonnes de déchets lents. Ce volume de déchets dans le monde a d'ailleurs décru au premier semestre 2009 de 5 à 10% sur un volume annuel de 3,4 à 4 milliards de tonnes, dont entre 1,7 et 1,9 milliards de tonnes de déchets municipaux, entre 1,2 et 1,67 milliards de tonnes de déchets industriels non dangereux et 490 milliards de kilos de déchets dangereux. C'est ainsi qu'en 2010, on en est progressivement venu à générer pas moins de 28 milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, soit 24 milliards au nord contre 4 milliards au sud, avec des dégâts estimés à plus de 148 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Il paraît d'ailleurs qu'à l'échelle de la planète, il est très difficile d'évaluer avec précision la proportion exacte de déchets effectivement gérés de façon responsable. Le recyclage, par exemple, qui nécessite des infrastructures et la participation éclairée des citoyens, est pratiqué dans des proportions très variées. Mais encore faut-il avoir l'intelligence, j'allais dire, d'investir de façon responsable dans l'éveil massif des consciences sur les enjeux et opportunités de recyclage en termes de valorisation matière et énergétique. Aux Pays-Bas, par exemple, 80% des déchets municipaux collectés sont recyclés ou compostés. 60% en Allemagne et Autriche, mais seulement 19% en France et 9% en Pologne ou en Grèce, il me semble, en Pologne et en Grèce. Et cette incapacité à tout mettre en œuvre pour une gestion plus responsable d'une plus grande proportion de nos déchets à l'échelle mondiale cause chaque année plusieurs millions de décès. Le cancer, à titre d'exemple, est une cause majeure de décès dans le monde, avec 12,7 millions de nouveaux cas et 7,6 millions de décès en 2008. Actuellement, 63% de tous les décès dus au cancer ont lieu dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Et il faut s'attendre à une augmentation de ce chiffre à l'échelle mondiale. Par exemple, 19% de tous les cancers peuvent être attribués à l'environnement, y compris en milieu professionnel, et sont responsables de plus de 1,3 million de décès chaque année. Mais accrochez-vous, le réchauffement climatique contribue sans nul doute à réduire la population humaine. Moins nombreux serons-nous, moindre sera l'impact ou la pression que nous exerçons sur la planète avec son lot de néfastes conséquences en termes de catastrophes et j'en passe. Mais cette stratégie de réduction des fragiles populations des pays dits pauvres, via l'accentuation du réchauffement climatique, ne devrait pas, sur la base de la théorie de l'absurde, constituer l'alternative permettant à certains privilégiés de conserver leur empreinte écologique hors norme. Comme vous l'avez compris, cette machiavélique option ne constitue et ne constituera jamais une option, une alternative responsable. La seule alternative responsable pouvant contribuer à réduire notre empreinte écologique et le réchauffement climatique pour le confort responsable de toute l'humanité consiste à adopter un comportement, j'allais dire, éco-citoyen. Et le plus tôt serait dans le mieux parce que désormais, nous sommes un peu plus de 7 milliards, avec des besoins de consommation aussi complexes que variés. Et si chacun, à son échelle, ne fait pas l'effort d'une consommation et d'une gestion plus responsable de ses déchets, si chacun à son échelle ne fait pas l'effort d'une réduction de son empreinte écologique, c'est toute la race humaine qui sera vouée à l'extinction parce que le dérèglement climatique et ses néfastes impacts n'ont pas de contraintes en termes d'identité nationale, voire géographique, comme les inepties que j'ai pu entendre ces derniers temps. Le pire, c'est qu'il paraît que seulement 20% des efforts suffisent à générer 80% des résultats. Admettons que ce soit le cas. À votre avis, quel serait l'état de la planète si seulement 20% de la race humaine prenait effectivement conscience des enjeux de développement durable et en particulier du réchauffement climatique et puis s'engager à réduire leur empreinte écologique? Mais vous, oui, vous, pensez-vous désormais devoir, vouloir ou même pouvoir changer vos habitudes en adoptant, par exemple, une attitude plus éco-citoyenne? En attendant 2050, pensez-vous devoir, vouloir ou même pouvoir impulser cette dynamique du changement en éveillant la conscience ne serait-ce que de 20% de vos connaissances? Je pense que c'est possible. C'est une question de volonté. Je pense que c'est possible. Merci de votre attention.